Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Après 11 années sans le moindre album, vous avez repris le chemin des studios. Pour vos fans, l'heure est à la fête, même si l'une de vos nouvelles chansons s'intitule « Je ne suis pas une sainte ». Bonjour, princesse Erika. Bonjour, Jacques. On s'était vus tous au début des Clés d'une vie. Vous faisiez du théâtre à l'époque. Là, vous êtes revenu oui. Oui. C'était pour ça. Oui, c'était pour ça. Ok, d'accord. Là, vous revenez avec ce nouvel album « Je ne suis pas une sainte ». On va en parler. Alors, il faut dire plutôt « Je suis pas une sainte ». Je suis pas une sainte, oui, c'est très différent. C'est contracté. Ah oui, il faut contracter, justement. Alors, on va évoquer votre parcours, bien sûr, à travers des dates clés, avec des sujets différents que j'avais abordés la première fois, et des dates différentes. Le 10 août 1979, par exemple, ce sont les championnats de France d'athlétisme. Oh là. Pourquoi, voilà? Ah, mais moi, j'étais une athlète... je ne veux pas dire que j'étais... mais j'aimais beaucoup faire du sport, et j'étais bonne. Hein. J'étais bonne, j'ai même été championne de France. Mais oui, de course de haie et de saut en longueur. Et de saut en longueur. Cette année-là. Cette année-là... J'étais très fière parce que c'était aussi pour mon club, le Stade Français, pour mon entraîneuse plutôt, qui était Carmen Odos à l'époque, et j'étais vraiment, je faisais 4 entraînements par semaine à l'époque. Et bon, à un moment, faut choisir. Moi, j'ai choisi la musique parce que je menais tout de front comme ça. Et bon, à un moment donné, ça et les garçons aussi, parce que alors Carmen, elle me dit toujours, tu ne peux pas courir les garçons. Il faut choisir. Voilà. Alors, et comment est né cet amour du sport, princesse Erika? Alors moi, je pense que je suis quelqu'un qui aime la performance. Ça, c'est clair. J'aime exercer mon corps, comme ça me repose l'esprit. Parce que sinon, je pense que j'aurais psychoté encore plus que je ne le fais actuellement. Et le fait d'être sur le corps, d'être dans la performance, ça permet de canaliser l'énergie et de pouvoir, être très dynamique, très dans l'énergie, sans être trop dans la tête, quoi. Et mon corps, il me sert beaucoup. Donc, j'étais très contente d'être performante et de pouvoir réaliser des épreuves et tout. Et j'avais l'impression du coup que j'étais pas invincible, mais que j'avais quand même beaucoup de force. Et ça, c'était depuis l'école, depuis le lycée? Ah oui. En fait, moi, j'ai toujours aimé le sport. Et puis un jour, je devais être en 6e, comme ça. Je sautais très haut. Déjà, mais en ciseaux, comme on dit. Oui. Et j'ai ma prof qui m'emmenait donc faire des compétitions, ma prof de sport, elle s'appelait Madame Thomas, je me rappelle très bien, elle m'emmenait faire des compétitions au stade Charletti. Et un jour, il y a une femme qui passe et qui me voit sauter comme ça en ciseaux, genre je sautais 1m50, 55, 60, elle fait waouh. Et elle me dit, mais tu sautes en ciseaux? Elle fait, mais viens dans mon truc, viens dans mon stade, viens dans mon club, tu vas voir que tu vas sauter en Fosbury. Alors Fosbury, c'est sur le dos, et tu vas gagner 10 cm. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, elle me dit, toi, en fait, le saut en hauteur, oui, mais toi, t'as une détente de fou et on va faire du saut en longueur. Et elle m'a vraiment façonné pendant que ça a duré quand même 5 années où je faisais beaucoup de sport. Et après, vraiment, la dernière année, c'était un peu, comme je gagnais tout, j'étais super contente. Et dès que j'ai commencé à être un peu moins, à avoir des vraies concurrentes, quoi, des concurrentes qui gagnaient, qui me supplantaient des fois, j'ai commencé à moins aimer. Je me suis dit, mais vraiment, toi. Vous avez arrêté? J'ai arrêté, mais j'ai toujours continué à m'entraîner, et même encore aujourd'hui. Alors, je fais plus de sport à haut niveau comme ça, mais je fais mon petit yoga le matin. J'exerce mon corps. J'ai reçu aussi quelques semaines Rachel Kahn, qui est devenue une femme qui a été aussi championne de triple saut et de sprint et qui a eu plusieurs podiums. Oui. On en avait parlé toutes les deux à un moment, et on se disait, on avait un peu les mêmes sensations sur ce que nous apportait le sport. Alors beaucoup de gens se demandent encore aujourd'hui pourquoi vous êtes princesse, Erika. En fait, vous le devez, je crois, à votre grand-père, Matip, qui était un chef tribaliste au Cameroun. Un chef, alors on dit tribaliste, on peut dire ça. Oui, on peut dire aussi coutumier. Oui. Parce que c'est la coutume qui le sacre. Et c'est par ces bois-là qu'il est chef, avec, comme on dit, des armoiries, c'est-à-dire des choses qui lui appartiennent et que lui seul peut tenir, et qui lui donne cette stature de chef. Et son village, son chef-lieu, on va dire, c'était Ezeka. Donc moi, je suis la petite fille de Henri Soundjok Matip, des chefs tribalistes coutumier d'Ezeka. Oui, et en même temps, c'était une forme d'aristocratie et il transmettait directement à ses descendants le titre de princesse. Exactement. Et surtout, ma mère, qui était donc Marie-Claire Matip, qui est toujours, car elle est toujours en vie, une femme extrêmement brillante.
Et donc, elle, c'était vraiment la vraie princesse, parce que d'abord, c'était la fille chérie de son père. Et par la suite, elle a été la première femme à avoir écrit un livre, et qui a été d'ailleurs édité par Présence africaine à l'âge de 17 ans, 7 ans et demi, ce qui était quand même très très jeune. Elle a eu son bac très jeune. Enfin, ça a été une figure de proue camerounaise, de la jeunesse camerounaise. Elle a eu une émission de radio à Yaoundé. Enfin, elle était très brillante. Et donc, c'est vrai que elle, déjà, à l'époque, son père l'appelait la princesse. La princesse. Il se trouve que son livre fait, je crois, 47 pages. Elle a été éditée en 1958. Exactement. Et ça a été un événement, car effectivement, elle parlait de la cause des femmes bien avant qu'on en parle aujourd'hui. Et elle parlait surtout de leur éducation. Puisque Ngonda va à l'école, ça voulait dire, je m'éduque, et elle racontait tout ça. Alors sa petite enfance, elle avait 8 ans, hein. Et puis après, elle grandit, elle va donc à l'école, et puis ensuite après, elle va au collège, et dans l'école de jeunes filles, dans le lycée de jeunes filles de Yaoundé. Et moi, ça m'émeut beaucoup quand je pense à ça, parce que je suis sûr que je tiens beaucoup d'elle. Ce féminisme très très tripal dans mes tripes. Et vos parents se sont rencontrés, je crois qu'ils étaient encore étudiants à Paris. Ils n'ont pas pu retourner au Cameroun pour des raisons politiques, et c'est pour ça que vous êtes né à Paris. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'était quoi les raisons politiques? Ils étaient interdits de séjour? C'était des raisons de militantisme très très virulent et qu'ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'UNEC, qui était une branche de l'UPC. Hein, qui était quand même le parti de Oumniobé, de Wandje, enfin tous ces révolutionnaires qui n'acceptaient plus le pouvoir colonial, ni le pouvoir qui était soumis aux colons, qui était en place au Cameroun. Et vous avez connu le racisme dès vos jeunes années, avec une maîtresse à l'école qui vous reprochait de taper sous la table avec vos pieds. Alors moi, bizarrement, je le prenais pas comme du racisme, parce que pour moi, à l'époque, je voyais pas trop que j'étais noire. Je voyais que effectivement, j'avais pas la même couleur, mais je ressentais pas ça comme une différence. J'avais l'impression qu'on était tous. Il y en avait qui étaient bruns, d'autres qui avaient les yeux bleus, tout ça. Et j'ai pas aimé, parce que elle m'a dit ça de façon un peu dédaigneuse. Vous n'êtes pas au Cameroun, enfin, vous n'êtes pas en Afrique, en train de jouer du tam-tam sous votre baobab. Je me suis dit, mais elle est pas bien la selle. Elle est folle ou quoi? Et donc je suis montée sur la table et je me suis dit, tu me traites de sauvage, donc je vais agir comme une sauvage. Mais c'était plutôt un jeu. Oui. Je l'ai pas mal pris. C'est ma mère qui l'a mal pris. Ma mère l'a beaucoup plus mal pris que moi. Et d'ailleurs, elle a été à l'école, une fois que j'ai fait ce petit cinéma, elle a été se plaindre à la directrice en disant c'est inadmissible. Voilà. Et c'est elle qui a eu raison finalement. C'est-à-dire qu'après, la maîtresse, qui était pourtant assez gentille, qui était une maîtresse sévère, mais gentille avec moi, et elle n'osait plus rien me dire. C'était effrayant. Alors, la musique, ça a commencé avec la guitare, et puis il y a quelqu'un... Ah non, avec le piano. Avec le piano, oui, pardon, le piano, il y a eu le piano et le solfège au conservatoire, oui. Et à 12 ans, votre première guitare, oui. rectifiant, Oui. Et puis une idole, celle-ci. Bob Marley. Absolument, ouais, ça c'était... Idole absolue. Surtout modèle, parce que moi, d'abord je l'ai vu, je l'ai rencontré, je suis allé le voir plusieurs fois en concert. Vous l'avez rencontré à Paris? Je l'ai rencontré, mais sans en faire exprès vraiment, parce que à son dernier concert, il était à l'hôtel Nico, et nous on était dans les chambres d'hôtel avec les musiciens, parce que ma sœur Esther connaissait très bien les musiciens de Bob, les Wellers. Et donc ils étaient là, et nous on formait notre premier groupe, donc on venait un peu prendre des conseils et puis un peu dire qui on était. Et à un moment j'ai eu faim, c'était dans la nuit, voilà, et j'ai eu faim, et on m'a dit va prendre quelque chose, il y a un frigidaire. Donc j'ai ouvert la porte de la chambre, qui était donc la porte de sa chambre à lui, à Bob Marley. Je ne savais pas qu'il était dans la chambre. Il était en train de discuter avec un grand maître éthiopien qui était venu, donc j'entendais sa voix, et moi je fais pas gaffe, je je trouve un plat, et je le prends, quoi, et je le mange, et c'était du ackee and saltfish, c'est-à-dire du poisson avec de la morue, avec du riz et tout ça, et j'ai mangé, et en fait après il est venu, il a dit mais qui a mangé mon plat? C'est moi, pardon, excusez-moi. Mais tout le monde riait. Et je l'ai vu. Et c'est marrant, parce qu'il était assez petit, mais très très impressionnant. Bon, pourquoi? Parce qu'il avait une voix déjà assez
Bon, ben nous, on la connaissait par cœur, ça va, parce qu'on l'écoutait tout le temps. Mais quand il parlait, c'était la même, mais qui était assez forte, assez déterminée. Et bon, avec cet accent très, 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 très jamaïcain, un peu traînant, comme ça, que j'aimais beaucoup. Et puis, il avait une posture, il se tenait comme ça, il était très, très... Enfin, moi, je l'ai connu, donc c'était... je crois que c'était les années... 80 quand je l'ai vu, il était encore très en forme. Il n'avait pas encore les stigmates du cancer qu'il a emporté. Il était vraiment très sportif. Donc il était hyper charmant. Voilà, moi j'étais Vous n'avez pas demandé un autographe avant de repartir? Non. Mais en plus, on n'était pas du tout. Moi, j'étais pas du tout dans ce système-là. Moi, j'avais l'impression que c'était des gens qu'on pouvait. Voilà, si je le voyais à 3 mètres de moi, c'est qu'il était comme moi. On était dans la même pièce, la même ville, sur la même terre. Donc, moi, j'étais pas. Encore même aujourd'hui, je suis pas très autographe. Oui, non. Mais vous ne pensiez pas du tout faire de la chanson à cette époque? Ah, mais j'en faisais déjà. C'est ça. Oui, on avait déjà un groupe. Ah oui, en Bretagne, ça avait commencé. Alors, ça avait commencé. On a bien informé Jaco. Oui, ça avait commencé en Bretagne avec un petit groupe qui on faisait plutôt de la reprise et tout, du Hendrix et tout. Et ensuite après ça s'est poursuivi donc avec mes sœurs et on s'est appelé les Black Heart Daughters, les filles au cœur noir. Et il y avait une fille qui était pas notre sœur, mais qu'on considérait un peu comme notre sœur et qui était notre aînée. Et c'est elle qui nous a fait connaître Bob Marley, qui nous a amenés au concert et dans les coulisses et à l'hôtel Nico. Et voilà. Et c'était Patricia Ndiaye. Et je lui rends beaucoup de fois hommage parce que elle nous a mis dans cette philosophie Rasta. Elle nous a vraiment inculqué, enfin, elle nous l'a fait connaître. Nous, on avait des locks au début, on savait pas trop ce que ça voulait dire. On le faisait parce que c'était joli. Elle nous a dit non, si vous avez des locks, il faut suivre tel et tel précepte. On mange pas de viande, on fait pas ci, enfin, il y avait plein de choses et tout. J'étais, ouais, c'est quand même, c'est chaud quand même. Voilà, et d'ailleurs, quand on a rencontré Bob, voilà, moi j'étais plutôt, j'avais des petites locks courtes et que je laissais beaucoup pas couvertes. Et elle me disait non, couvre ta tête devant Bob, il déteste les filles. Et en fait, pas du tout. J'ai dit non, moi j'ai chaud. Et je l'ai laissé. Il a rien dit du tout. Voilà. Et puis tout a continué. Une autre date importante dans votre vie, c'est le 4 mai 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Princesse Erika. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Princesse Erika, le retour avec un album Je suis pas une sainte, avec un J apostrophe. Et on en parlera tout à l'heure, mais là on revient à une date importante, 4 mai 1988. Votre première télé à France 3 Toulouse, avec cette chanson dans l'émission La vie à pleines dents. Trop de blabla, me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas. Alors, il se trouve que l'animateur de l'émission, Pierre Nicolas, annonce votre présence sur France 3 Toulouse, comme si, sans imaginer que cette chanson allait avoir un succès. Ce que vous n'imaginiez pas non plus au départ. Ah non, moi j'avais vraiment écrit la chanson parce que d'abord elle me plaisait, j'aimais. Même si ça a été un peu le parcours du combattant quand même cette chanson, parce que j'étais un peu révolté par l'attitude de certains hommes qui étaient dans notre entourage à cette époque-là, et surtout des hommes Rasta qui étaient toujours en train de nous dire fais ci, fais ça et tout. Et moi surtout j'étais avec un homme avec qui ça cognait un peu. Et ma petite sœur subissait aussi des violences. Et moi, j'écris ça, mais dans un cri du cœur, quoi. Oui. Voilà. Et puis moi, comme mon mec, il me tapait dessus, mais j'avais pas tellement l'impression d'être victime de violence, puisque moi, je répondais aussi. Oui. Donc, je me dis, tu me tapes, je te tape, même si je perdais le combat. Mais je ne me laissais jamais faire. Et puis, nous, on se disait pas, on va aller porter plainte ou des trucs comme ça. Ça n'existait pas à l'époque. Ça pouvait exister quand c'est... Mais moi, c'était plutôt... c'était de la représailles, moi. Oui. J'appelais mes potes, ou j'appelais mes copines, on va l'attendre, on va le choper, on va le découper. Non, déjà, on était méchantes. On se laissait... Mais j'ai quand même... c'était violent. Il y avait quand même... Et donc, moi, j'ai écrit ça en révolte à cette violence et surtout à cette façon de vouloir nous dominer, alors que moi, je me sentais beaucoup plus intelligente que la plupart. Oui. Et je me disais, mais pourquoi tu domines si tu veux, mais moi, tu me domines pas. Non, tu me domines pas. Voilà, je suis qu'une femme libre et tu n'auras pas d'ascendant sur moi. Et alors là, le succès a été immédiat. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est sorti sur une compilation qui s'appelait French Connection. Oui. Il y avait plein d'autres artistes qui chantaient en français, du reggae. Il y avait Pablo Master, il y avait Mikey Mossman, General Murphy, Daddy Yod. Enfin, il y avait tous ces gens-là qui étaient là. Et donc,
tout de suite, ça sort sur cette compil, et tout de suite, Polydor me repère et dit, on va extraire ce titre et on va en faire un single. Mais il s'est passé un mois avant que le single, avant que ça soit choisi pour être le single. Alors non, ça a d'abord été le single chez Mélodie, voilà. Et ensuite, après, Polydor a dit non, on le veut. Et moi, je me suis trouvé comme ça dans un espèce de... Mais c'était assez agréable parce que moi, j'avais produit mon titre moi-même. J'étais partie à Londres, toute seule, avec ma collègue de l'époque. On était 2 petites nanas françaises. On a été chercher les gens avec qui on voulait que je travaille, c'est-à-dire les gars d'Aswad. Denise Beauvel. Et on n'avait pas froid aux yeux, quoi. On se disait, bon. Et pour faire ça, on avait travaillé pendant 10 jours dans le studio d'Avou comme cuisinière de Fela. On avait fait la bouffe pour Fela pendant 12 jours exactement, avec pour 40 personnes quand même. Pour pouvoir se payer le voyage à Londres. Le voyage à Londres, les studios, etc. Enfin... tous, voilà, parce qu'un studio, à l'époque, c'était pas non plus donné. Et on avait enregistré nos 2 morceaux, donc Trop de blabla et un autre qui s'appelait Invitation, et on était partis comme ça, et c'était génial parce qu'on a on connaissait les gars d'Aswad, on les avait appelés, où est-ce que vous serez d'accord? Ok, d'accord. Ils sont venus et ça a été super, et eux, ils étaient là, ils faisaient, ah ouais, donc, le reggae, ça chante aussi en français. Je sais, bah ouais. Tu crois quoi? Tu crois que le reggae, c'est à toi, c'est à moi aussi? Oui, car vous êtes la première princesse Erika à avoir montré que le reggae pouvait se chanter en français. À l'époque, ça n'existait pas. Oui, ça n'existait pas. Et surtout, eux, ils se disaient, mais comment ça se fait que... Je dis, mais le reggae, c'est international. C'est international. Le reggae se chante dans toutes les langues. Et d'ailleurs, après, on a vu même Lucky Dubé, enfin, plein de gens qui se sont appropriés le reggae et qui l'ont chanté même dans toutes les langues. Vous avez ouvert la voie, finalement. En tous les cas, au français, oui. Ça, je pense que oui. Et le succès a dépassé vos espérances. J'étais très surprise surprise, c'était pas surprise en disant, ah oui, je me dis, ah tiens, donc cette musique, et j'ai eu des alliés, hein, j'ai eu des gens comme Jean-François Bizot qui l'ont passé sur Nova à outrance, parce qu'ils aimaient bien ce discours, et puis ils aimaient peut-être bien aussi la meuf que j'étais à l'époque. Ouais. Ils se disaient, on va la pauvre, elle a besoin d'aide, on va la pousser un peu. Et donc j'ai eu et je pense qu'il y avait aussi ce truc de fraîcheur, et puis voilà, je vois là, parlons vrai. Moi, j'étais très, on parle vrai. On se dit les choses. Comme Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Alors, il se trouve qu'en plus, vous avez été repéré par une compagnie d'assurance et que c'est devenu une rente qui court encore aujourd'hui. Alors, un peu, voilà, une petite, très petite là maintenant, parce que, comme c'est ancré et je suis très fier de ça aussi, que ça soit rentré dans l'inconscient collectif et que, voilà, donc, c'est plus les grandes campagnes comme avant où, voilà, et où on laissait le morceau bien s'étendre et tout. Maintenant, c'est des petites campagnes, donc c'est moins d'argent, mais c'est beaucoup, c'est pas, enfin, je dirais pas de la fierté, mais tu te dis, il y a des gens qui ont MMA dans la tête sans savoir que c'est moi. Moi, j'aime bien ça aussi. Voilà. J'aime bien ça. D'accord, on écoute ce slogan de MMA, on entend la chanson, et il y a beaucoup de gens de la jeune génération qui ne savent pas que ça vient de moi. Mais ça me dérange pas du tout, du moment que je touche un peu les droits. C'est venu comment? On vous l'a proposé? Ils sont venus vous chercher? Alors oui, ils avaient une espèce de c'était... Il y avait plusieurs artistes en lice, on va dire. Il y avait plusieurs artistes en lice et j'étais choisi parmi plusieurs artistes quand même. Je pense qu'il y avait ce truc de gimmick, zéro tracas, zéro blabla, MMA, enfin, moi je faisais trop de blabla, me dit cet homme-là. Et je pense que ça a fait que ils ont trouvé le biais pour pouvoir placer leur gimmick à eux. Mais le gimmick, c'est ce qui me plaît dans l'écriture des chansons, c'est de trouver un petit hook comme ça qu'on va pouvoir se garder en tête et dérouler autour, devant, derrière, sur les côtés, mais on revienne au hook à chaque fois. Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'il y a eu ça, il y a eu le reggae, et il y a eu la Zulu Nation aussi, la Zulu Nation dont vous avez été aussi une porte-parole au temps du hip-hop. Vous avez été aussi une pionnière du hip-hop. Alors, j'ai pas été une pionnière du hip-hop au sens propre du terme, parce que moi, je ne faisais pas de hip-hop, mais je faisais de la musique urbaine, et ça comprenait le hip-hop. Je veux dire, la musique urbaine et donc le reggae, le rap, c'était une culture. C'est ce qu'on appelait les sous-cultures. Je trouve que le nom est assez pas très joli, mais c'est-à-dire cette culture qui venait d'en bas. Alors que et qui faisait que il y avait tout un mouvement qui s'est créé autour de
de cette culture, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça, et c'est vrai que du coup, j'avais rencontré Bambata, etc., et que lui m'avait sacré, parce que c'est vrai que j'étais quand même pionnière dans mon genre musical, et que pour lui, ça incluait, c'était inclus dans la musique urbaine, et ça, c'était aussi une forme, parce que le hip-hop, c'est aussi, c'est pas seulement la musique. Le hip-hop, il y a une façon de vivre, il y a une façon de faire, une façon de voir, et je pense que il s'est dit, cette femme-là, elle représente aussi cette culture à sa manière. Il y a une prise de conscience hip-hop qui existe et que vous avez développée. Moi, je pense que... Moi, je me trouve, dans le sens pas musicalement hip-hop, mais je me trouve très hip-hop dans l'attitude. Parce que le hip-hop, pour moi, c'est quand même une forme de révolte, une forme d'imposer autre chose que ce qui est, et de développer ce qui on est sans essayer de rentrer dans des rails. Et c'est marrant parce que je trouve que ça, dans le rap d'aujourd'hui, sans être... trop juge et dire voilà c'était mieux avant, mais je trouve que c'est ça un peu perdu, que les gens maintenant ils veulent tous faire de la variété, ce que moi j'estime faire depuis toujours, même si je fais du reggae, je fais aussi de la variété dans ma musique, à tout ce que j'aime. Le hip-hop avant, il était très, le rap, il était très radical. Il y avait pas de refrain, il y avait pas de nana qui chantait, il fallait du texte conscient, il fallait vraiment, à la limite même pas de hook. C'était bon, et je trouve que voilà, quand Solar est arrivé, par exemple, ça a déjà ouvert sur le côté beaucoup plus chansonnier presque. Et maintenant, c'est beaucoup ça. Quitte à même être très variété, quoi. Un petit peu trop d'ailleurs, et de vouloir rentrer tellement dans le rang, le format de. Des fois, j'écoute, moi j'écoute du rap parce que mon fils en écoute, mais je me dis, on n'a pas déjà écouté ça. Il me fait non, ça n'a rien à voir. D'accord, ok. C'est un peu voilà. Alors qu'avant, moi, quand j'écoutais du rap et tout, je me disais, tout était très, il y avait des identités fortes, quoi. Alors maintenant, je dis pas que je connais autant qu'avant, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus formaté. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des maisons de la culture qui donnent tous les week-ends des cours de hip-hop pour des jeunes qui vont faire ces cours sans savoir l'origine du hip-hop. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est parce qu'on se dit, j'ai l'impression que avant le rap d'aujourd'hui, ils pensent qu'il n'y avait rien. Si, il y avait plein de choses. Les Last Poets, qui sont les premiers pour moi rappeurs, dans le sens, ils déclamaient sur de la musique. Et je trouve que c'est important de savoir d'où on vient et même d'avoir une culture musicale qui connaît et que, par exemple, au début du hip-hop, tout le monde reprenait des samples de James Bond. Ouais. Voilà. Et maintenant, des fois, il y a des mecs qui ne savent même pas qui c'est, quoi. Ouais. C'est quand même, non, il faut quand même écouter, savoir, pour pouvoir enrichir sa musique, sa propre musique. Moi, ma musique, j'ai envie qu'elle soit riche de tout ce que je connais, tout ce que je sais. Alors, il n'y a pas que la musique chez vous, on va en parler avec une autre date, le 30 avril 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Princesse Erika. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Princesse Erika, le nouvel album Je suis pas une sainte, on en parle dans quelques instants. Premier album depuis 11 ans. Mais là, on revient à une date importante, le 30 avril 2005. C'est la première d'une émission à laquelle vous participez, la saison 2 très exactement. Adieu les limousines avec chauffeur et rebonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. La ferme célébrité. Alors ça, on vous a vu et on vous attendait absolument pas dans la ferme célébrité. Moi-même, j'étais surprise qu'on me demande. J'ai pas tellement hésité dans le sens que... On vous a proposé. On m'a proposé, voilà, on m'a proposé. Et j'ai pas beaucoup hésité. Parce que je me suis dit, c'est une expérience, j'adore faire des expériences. Et effectivement, on m'attendait pas là. Donc je me suis dit, et puis que surtout, moi j'ai rencontré à l'époque, c'était... comment ils s'appelaient les deux patrons là? Il y avait Moujotte et Violet, oui. Ouais. Et donc ils m'ont dit, Erika, tu vas pouvoir donner ça à une association de ton choix. Et moi j'ai choisi une association parce que tu gagnais de l'argent. Plus tu restais 2 semaines, plus tu gagnais de l'argent. Et tu faisais gagner de l'argent à une association. Et moi j'avais choisi les Routes du Sud qui étaient basées au Mali et j'ai pu leur faire gagner 30 000 €. C'était génial. Donc ça vaut bien ça. Ça vaut bien ça. Mais une ferme, pour vous, c'était pas... Alors moi, en plus, je suis pas très animaux. Il faut le dire, j'ai peur des chiens, j'ai peur des chevaux, j'ai peur de tout. Et donc, arrivé là-dedans, j'ai dit, c'est quoi ce truc? Mais c'était drôle. Il y avait des moments vraiment qui étaient très, très drôles. Il y avait par exemple Django Edwards qui
qui était un être très, moi avec qui je me suis très bien entendu, parce que lui, il avait compris cette histoire de caméra, de télé-réalité et tout. Il disait, jouons-nous ce qu'on veut montrer, au lieu de nous laisser piéger parce qu'ils voudront nous faire faire. Mais personne ne voulait faire ça. Et après, il y avait des êtres, avec qui je me suis pas non plus très bien entendu. Mais c'est la vie, quoi. Et ce qui m'a, moi, plu, c'était d'abord l'expérience de cet enfermement. Bon, alors après, moi, j'ai eu des problèmes. Je suis sorti assez tôt. Au bout d'un mois. Voilà. Mais et comment tu côtoies des gens que tu connais pas du tout, avec qui il va falloir que tu restes 24/24, parce que c'était quand même, il y avait beaucoup de promiscuité. Oui. Et que quand tu les quittes, t'as l'impression que tu quittes tes meilleurs amis. C'était très étrange, ça. Parce que quand je suis partie, moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps, quoi. J'ai mis 3-4 jours à revenir dans la vraie vie parisienne et tout, parce que j'étais là, mais maman. Alors que, des fois, à l'intérieur, il y en avait que j'avais envie de boxer. Mais je m'étais dit, bon, on va, allez, tu vas prendre sur toi, parce que même si des fois, j'ai pas tout à fait réussi, je dis, tu vas prendre sur toi et tu vas être, tu es obligé, quoi. Comment tu fais? Et moi, j'ai trouvé que l'expérience humaine était intéressante à vivre. Oui, et en même temps, c'était pas facile à vivre, parce que se retrouver 24h/24 avec des gens, comment on fait? Il y a des moments où on craque. Il y a des moments où on craque, mais justement, on est obligé d'avoir une certaine, de maîtrise. Et moi, j'aime toujours travailler les choses que je ne sais pas. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller avec des gens comme ça. Non, tu sais rien, et de te retrouver, tu sais, vraiment, des fois on dormait, mais l'un à côté, enfin nos jambes se touchaient, quoi. Je me disais, mais vraiment, moi j'étais proche, par exemple, de Plastique Bertrand, qui est un être charmant, très drôle et tout, qui prend tout bien. Et puis il y avait d'autres avec qui, j'ai moins accroché, on va dire. Il y avait Régine, notamment. Ouais, Régine, elle était après c'est Régine, c'est une star. Oui. Donc il fallait lui un traitement de faveur et tout. Mais après, avec le recul, je me dis, mais c'était quoi dans ta vie? À moi, c'est rien. Oui. Donc on prenait moi je prenais, et c'était la baronne Van Setter, je crois qu'elle s'appelait, oui. qui elle faisait beaucoup de cinéma, qui était très et tout. Et alors elle faisait toujours des trucs. Et à un moment, elle me dit, mais pourquoi elle cache son micro comme ça, elle fait, mais tu ne vois pas que c'est de la comédie, joue la comédie, ne prends pas ça à cœur comme ça. Et là, je me suis dit, mais elle a raison. Elle fait, nous sommes à la télé. Elle me disait ça tout le temps, nous sommes à la télé. Et puis il y avait aussi celui-ci qu'on a connu tout petit. Ah oui. Il était très mignon. Jordi, qui avait beaucoup grandi depuis dur d'être un bébé. Et une chose qu'on ne sait pas, c'est que son père était un dessinateur qui s'appelle Claude Fix, et c'est lui qui a créé le personnage de Chouchou dans Salut les copains, ce petit personnage qui est coiffé comme un Beatles au temps des yéyés. En tous les cas, il parlait beaucoup de ses parents. Voilà. Qui en plus, il s'était séparé. Enfin, il avait une histoire douloureuse et tout ça. Il avait toujours sa guitare. Et lui, dès que ça commençait à s'énerver ou à crier ou quoi, il prenait sa guitare et il allait jouer. Il jouait des morceaux et tout. Il était très artiste, très très artiste. Effectivement, c'est un monde que vous n'auriez pas côtoyé d'habitude, parce que vous êtes plutôt du genre à avoir votre bande et puis voilà. Absolument, c'est sûr que Régine, je la connais, je l'aurais pas rencontré, comme peut-être Plastique Bertrand et Django, oui, parce que c'est des artistes que j'aurais pu rencontrer dans mon et tout, mais il y en avait d'autres. Ah oui, il y avait aussi Henri Lecomte, mais il n'est pas resté très longtemps. Il y avait Patrick Dupont aussi. Oui, grand danseur, toujours disparu. Oui. Enfin, il y avait une petite nana. Il y avait. Je sais pas si je peux le raconter, mais il y avait Nathalie Marquet. Oui. Alors, elle était très. Elle aussi, elle connaissait le jeu c'était sur TF1, c'était la chaîne de son mari aussi quand même. Jean-Pierre Pernaut. Voilà, et elle connaissait, et je me rappelle que Jean-Pierre, il était un peu inquiet parce qu'elle était très jolie, Nathalie. Et qu'il y avait des mecs qui lui tournaient autour, et un jour, il était venu, et elle avait dit, Jean-Pierre, je travaille. Tu comprends, je travaille. Elle m'avait fait rire parce qu'elle était très impliquée. Elle voulait toujours que tout se passe bien. Avec moi, elle était adorable. Elle avait compris que j'avais un caractère vif et tout. Et elle venait me dire, non, Erika et tout. Et elle voulait vraiment qu'on fasse un bon programme. Elle voulait qu'on fasse un bon programme, Nathalie. Alors, il se trouve que vous avez donc travaillé pour une association des Routes du Sud et travaillé pour des associations, Princesse Erika. C'est important pour vous. Il y a par exemple les Voix de l'Espoir, dont vous êtes une des fondatrices. Ah oui. Pourquoi ? Parce que je trouve que quand on a, l'important c'est ça c'est un truc que vraiment j'ai appris au sein de ma famille, c'est la redistribution. On ne garde pas pour soi.
ce qui nous vient d'ailleurs, tu vois. C'est-à-dire que l'inspiration, par exemple, et le fait de faire des chansons, ok, ça t'appartient parce que c'est toi qui travailles, mais l'inspiration, elle t'appartient pas. Elle est divine presque. Donc tu peux pas te dire, te l'approprier et de garder les choses, accumuler des richesses et dire, ah, tu vois, Picsou quoi. Non, tu redistribues. C'est de cette façon, et donc le côté associatif que j'ai pu créer les Voix de l'Espoir, c'était aussi une façon d'avoir mes copines et de chanter avec mes copines, parce que c'était quand même au départ des artistes, mais c'était aussi des filles que j'admirais et avec qui j'avais envie de faire des choses, de travailler, de les entendre chanter. Des filles comme China, des filles comme il y avait Karine, il y avait Lamia, il y avait plus toutes ces chanteuses Amina, enfin ces chanteuses que j'aimais moi beaucoup et avec qui on a créé ce collectif. Et puis il y avait à quoi ça va servir? Et il y avait un hôpital pédiatrique qui devait se monter à l'époque au Sénégal, puis après en Côte d'Ivoire. Enfin, en Côte d'Ivoire, il y a pro Sénégal, parce qu'avec les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, ça n'a pas pu se faire là-bas. Et il y avait la chaîne de l'Espoir, qui était une association de chirurgiens, et qui nous ont vraiment, ils nous ont plu. On les trouvait super. Et on s'est dit, on va travailler avec eux. Voilà. Et on a travaillé pour eux, quoi. Voilà. Ils défendaient la chirurgie cardiaque, je crois. Exactement. Et le président d'honneur de cette association, c'est quand même Alain Delon. Et c'est Alain Delon, oui. Et alors, moi, j'ai pas eu la chance de rencontrer Alain Delon, mais on a rencontré plein de chirurgiens et j'ai même assisté à une opération, parce que moi, j'ai suivi un enfant du moment où il part de chez lui. Donc là, lui, c'était RDC. Et il arrive en France, il est accueilli par une famille d'accueil. Il va se faire opérer, il part ensuite en maison de repos et il revient dans sa maison d'accueil. Donc moi, j'ai fait tout ce parcours avec un petit qui s'appelait Ange à l'époque, et qui était très très mignon, très drôle, et qui dans son pays d'origine serait mort s'il n'avait pas eu cette opération et ce parcours d'accompagnement aussi. Et il était tellement mignon. Et donc, du coup, j'ai assisté à son opération et c'était un truc à cœur ouvert. Je sais pas si tu vois, le gamin, il avait 10 ans. Et on lui a ouvert le cœur pour juste faire un petit clip dans son aorte avec je sais pas quoi. Ouais. Enfin, je me rappelle plus exactement l'opération, mais c'était tellement impressionnant. Et je me disais, et ça peut se faire qu'ici, avec tout le soutien de cette chaîne de l'Espoir, justement. Et je me disais, mais c'est magnifique. Et nous, on contribue à faire que c'est possible. Je trouvais ça top. J'ai adoré ce moment. Et toutes ces femmes artistes qui se mettaient au service de cette cause, mais j'ai trouvé ça superbe. Alors, vous avez aussi mené une carrière de comédienne. D'abord, le cinéma, ça a commencé par un film dont je crois l'affiche déchaînerait aujourd'hui les réseaux sociaux, Maman de Romain Goupil. Et il y avait sur l'affiche des slogans comme « Les pauvres sont-ils cons ?» Je ne sais pas si vous en souvenez. Ah, je me souviens pas de l'affiche, mais je me souviens que Romain Goupil était c'est un homme qui était très, à l'époque, en tout cas, il était provocateur. Oui. Hein, il voulait, voilà, et je me souviens que moi, j'avais même pas fait vraiment de casting. J'étais venu dans ses bureaux. Il m'avait donné un petit peu. J'avais pas vraiment de texte, mais enfin si, j'avais un peu de texte, mais j'avais surtout une attitude. Il m'avait dit qu'il faut que tu sois comme ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et j'étais ah ouais d'accord, ok, et ça m'a plu et j'avais quand même une scène dans le film avec Anémone. Oui. Et ça c'était génial d'avoir une scène avec Anémone et tout qui était absolument vraiment grande actrice pour moi humainement parfaite et qui moi c'était la première fois que je faisais du cinéma et elle me disait mais tu me pousses hors de... C'est super, mais ne me pousse pas trop hors de mes marques là, parce que là je suis plus dans la lumière et tout. Je dis, ah pardon. Mais non mais continue comme ça. Très encourageante, très partageuse, vraiment super. Et puis il y a eu 6 ans de Camping Paradis, oui. Princesse Erika, on vous a vu tout régulièrement. Oui. Là aussi c'est une belle aventure. Sur une plage de Marseille, une plage à côté de Marseille, d'ailleurs qui. Carrie Leroy, je crois. Ouais, exactement, qui vit tranquillement le reste pendant Camping Paradis, et après les gens viennent voir Camping Paradis, ils viennent se prosterner. C'est dingue. Et c'est vrai que l'expérience c'est pareil, c'est une bande à la fin, enfin au début, même dès le départ, on s'est tout de suite vachement attachés les uns aux autres. En tous les cas, moi je me suis beaucoup attaché à eux. Alors je sais pas si eux se sont attachés à moi, mais j'ai tout de suite, je me suis dit ah ouais c'est la famille, parce qu'on restait quand même 6 mois ensemble hein, dans l'année, c'est énorme. Et je me suis dit bon. Pareil, c'était pas comme La Ferme, parce que La Ferme c'était, mais tu arrives dans une équipe où tu connais pas les gens. Oui.
Donc il va falloir que tu t'adaptes et tout. Et en plus, j'étais pas la leaduse c'était quand même Laurent Ournac qui était qui est toujours d'ailleurs le héros et tout. Même si c'était quand même collégial, il y avait quand même un leader. Et donc il fallait suivre le leader. Et moi, j'étais pas tellement habitué à ça. Parce que moi, j'étais leader dans mon truc. Et c'est d'un repos d'être comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité, même si ça ne te tient pas sur lui, c'était quand même de te dire, bon, on est dans une équipe, moi j'ai mon rôle à jouer, mais il faut qu'on soutienne notre gars, quoi. On est là pour notre gars. Et c'était comme ça dans l'enceinte aussi de la série, parce que on avait ce lieu qui était le camping, et il fallait faire marcher ce camping, quoi. Et voilà, exactement. Et le repos, justement, ça correspond à l'une de vos chansons. Mais je veux pas qu'on me pose, non, j'ai ce que j'ai à faire. Faut que je travaille et me la C'est l'équivalent à l'inverse de travail, c'est la santé, de Henri Salvador. Oui, mais aussi il y a ce côté, mais je veux pas qu'on me pousse. D'accord. Mais je veux pas qu'on me pousse. C'est-à-dire que faut que je travaille, ça c'est un fait. Et je trouve qu'elle est très d'actualité quand on parle des retraites, etc. Oui. On peut pas nous pousser jusqu'à non, quand même les gars. Voilà. Ça va bien aller là. Mais vous aimez travailler. J'aime travailler, mais moi j'ai un métier que j'ai choisi qui, même s'il est astreignant moralement, il est astreignant physiquement aussi à des moments et tout, je l'ai choisi. C'est pas le cas de tout le monde, hein. C'est un privilège et vous avez choisi de continuer ce métier. On en parle avec une autre date, le 18 novembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Princesse Erika. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Princesse Erika, enfin 18 novembre 2022, sortie du premier album depuis 11 ans, Je suis pas une sainte. Je suis pas une sainte, c'est le titre d'une de vos chansons. Je suis pas une sainte, je veux pas le paradis, ni être crainte, ni qu'on me prie. Je suis pas une sainte, il faut défaillir. J'étais d'astral, je me suis enfuie, je veux pas du halo, la maman super-héros. Je porte seul mon fardeau, dans the way it can. Alors, 11 ans sans album. Oui, mais avec quand même des projets musicaux, hein. D'accord, mais enfin... Sans album. Voilà, et je crois que c'est le 6e album de votre carrière. Oui, c'est le 6e. Pourquoi tellement de temps ? Comme je le dis, c'est parce que le temps, d'abord, je n'en suis pas maîtresse. Hein. Oui. Des fois, tu as envie de faire des choses. Et puis, j'avais commencé un projet d'enregistrement d'album avec quelqu'un qui n'était pas producteur, dont c'était pas le métier, qui m'a au contraire retardé, que ça m'a vraiment pesé. Et après, tu reprends toute cette énergie et aller. J'avais pas l'énergie pour après ce coup de. Voilà, ce coup d'arrêt, je me suis dit mais est-ce que j'aurais autant de, parce qu'il fallait aussi réécrire des chansons, il fallait et donc c'est aussi la rencontre avec une équipe, un album. C'est-à-dire moi j'ai rencontré mon équipe et quand j'ai rencontré mon équipe, j'ai dit alors là on va pouvoir y aller. Je me suis même pas dit on s'est même pas dit vas-y viens on fait un album. On a commencé comme on a dit à faire des chansons. Et quand on en a eu assez et que on en avait d'autres, qu'on s'est dit non celle-là on va pas là, on s'est dit mais on a un album. Mais on n'était pas dans cette dans ce truc de formater quelque chose. On s'est dit on va faire des chansons, que on voulait pas faire de répétition dans les chansons, qu'on voulait que chaque chanson ait son univers et son petit écrin et soit vraiment unique en son genre. Et j'ai eu la chance, on va dire, de rencontrer Louisville, qui est un artiste déjà et qui est un super réalisateur et qui a compris, qui a imagé ma musique et qui l'a sonorisé, on va dire. Moi, je dirais presque qu'il a scénographié mes chansons. Alors, dans les thèmes que vous défendez, car vous défendez à chaque fois un thème, il y a les faux semblants dans cette chanson. Ça, les faux semblants, c'est quelque chose qui vous énerve, Princesse Erika. Oui. Beaucoup, parce que on est dans une ère très virtuelle, très comme ça, très où on joue à être ce qu'on n'est pas. Et moi, j'ai décidé, et puis peut-être aussi en avançant dans l'âge, je me suis dit qu'est-ce qu'on a à perdre avec qui on est. C'est vrai qu'on est dans une ambiance très anxiogène où au moindre dérapage, on vous tombe dessus, on vous cancel, on vous dit tout est fini, etc. Moi, j'ai dit oui, mais alors donc on est prêt à vendre tout et n'importe quoi?
Non, pas moi. Moi, je suis pas prête à ça. Alors, je ne suis pas une sainte. Une sainte, il y en a une dans votre famille, justement, qui est une grand-mère d'adoption. Ah oui, oui. C'est vraiment, mais j'en parle avec grande émotion parce que on l'appelait mamie. Et nos enfants, on l'appelait mamie Blanche parce qu'elle était blanche. C'était une missionnaire alsacienne. Et c'est pour elle, en son honneur, je dirais même que je m'appelle Erika. Donc elle était alsacienne de Sarre-Union, à côté de Strasbourg, et elle a rencontré maman en Afrique, au Cameroun. Et quand ma mère est arrivée en France, au lieu d'aller elle a d'abord été un peu en CTU, mais elle a été tout de suite chez cette femme qui l'a accueillie, qui avait pas d'enfant, qui était une sainte, vraiment, et qui l'a accueillie. Et puis ensuite son mari, ses enfants, elle nous a élevés. On a beaucoup été avec elle. On a vécu avec elle, et puis elle nous a inculqué des vraies valeurs, et c'était surtout une amoureuse de l'Afrique. Moi, je me rappelle, elle allait en mission chez les femmes. Alors, elle nous racontait le Lesotho, à l'époque le Dahomey, enfin tous ces pays. Moi, j'ai entendu ça, et elle disait voilà, elle allait voir les femmes et leur dire, par exemple, elle disait pourquoi vous achetez des oranges alors que vous avez tel ou tel fruit donc vous achetez des produits qui sont beaucoup plus chers alors que chez vous, vous avez exactement les mêmes nutritivité, enfin les mêmes ressources nutritives dans vos produits locaux. Pourquoi est-ce que vous développez pas votre propre? Elle était très comme ça, et je pense que déjà elle nous a vraiment, elle nous a élevés, puis elle nous a surtout élevés aussi. C'est-à-dire d'être fiers de nous, d'être dans une Moi, quand j'ai commencé, quand on faisait par exemple du piano. C'était le piano qui était à la maison d'émission, et elle l'a fait rapatrier à la maison pour qu'on puisse avoir un piano pour s'exercer, pour jouer tous les jours notre piano. Elle était absolument elle voulait notre développement et plus encore. Voilà. Et il y a une autre chanson de cet album qui est une chanson optimiste, car si vous êtes optimiste, c'est jusqu'à demain. Un sourire de bon matin, une journée qui commence bien, un air frais quand il fait si chaud. Amoureux qui s'embrassent, des inconnus qui s'enlacent, sans peur, sans crainte et sans angoisse. Un autre combat donc contre la morosité ambiante. Voilà, un petit reggae fanfaronnant. Voilà. je l'aime bien celui-là parce que moi je me dis, ok, aujourd'hui est aujourd'hui, et c'est nous qui fabriquons. C'est nous qui fabriquons ce qu'on veut être demain. Donc si tu fabriques du bon, il y aura du bon. Moi, j'en suis persuadé. Je suis dans ce truc d'énergie. Après, il y a des choses qui tombent dessus, bien sûr, mais je pense que, tu vois, en fait, on te dit que quand tu souris, même si t'es triste, quand tu souris, le corps ne sait pas que t'es triste, parce que lui, il imprime le mouvement. Donc, ton corps, quand tu fais un sourire, il y a un mouvement qui se passe. Hop, tu vois, tout se hisse vers le haut. Et moi, je me dis, si demain est un autre jour, je peux en faire quelque chose d'autre que ce qu'aujourd'hui, où je suis peut-être en bas, pas très en forme et tout. Donc demain, c'est la promesse, quoi. Ouais, et ça a toujours été votre philosophie de bien vivre. Absolument. Ouais. En fait, j'ai envie. Moi, j'ai envie de beau, j'ai envie de choses simples. Je suis pas trop le luxe, le machin, ça m'intéresse pas tellement. Sinon, j'aurais fait un autre métier, je crois. Et j'ai envie de quelque chose de rayonnant, quoi. J'ai envie que ça shine, mais pas pour le diamant, mais pour la lumière intérieure, tu vois, que ce qui est en nous rayonne, quoi. Et pas seulement parce que on veut gagner de l'argent, non, on veut juste vivre, tout simplement. Vivre en bonne entente. Alors, il y a une autre chanson dans cet album qui est liée à un souvenir d'enfance et d'adolescence. Tout ensemble sur nos guitares, des chants d'amour, des airs de gloire, pour que nos enfants ne puissent plus choir, non, avant qu'il ne soit trop tard. La chanson s'appelle African Ladies, et finalement c'est un souvenir d'adolescence. C'est une chanson qui date de vos jeunes années. Et comme j'expliquais tout à l'heure, quand on était les Black Heart Daughters, on avait un groupe donc de femmes, et on jouait en acoustique, comme dit. Alors ça veut dire avec des guitares, avec des petites percus, et on chantait une chanson qui s'appelait African Ladies, parce que
là, c'est le moment en français, mais ça commence en anglais. Ouais. Et c'est cette version-là en anglais qui était un peu notre hymne, African Ladies Around You, qui était écrit par Patricia Ndiaye. Et cette fille dont je parlais tout à l'heure qui nous a un peu éduqués au reggae. Avec Esther, votre sœur. Esther, et c'est exactement. Et du coup, moi, j'ai voulu faire une espèce de réponse à, qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans. Bon, Patricia, elle est au Sénégal maintenant, elle vit là-bas depuis très longtemps. Qu'est-ce qui nous reste de nos rêves d'adolescente, d'aller vivre en Afrique, d'avoir cette espèce de, je dis pas qu'il en reste rien, il reste des choses. Il reste toujours cet espoir, cette envie, mais les choses se sont bien compliquées. Oui, c'est pas simple aujourd'hui. C'est pas du tout simple. C'est pas aussi simple qu'il y a 30 ans. Non. Et vous êtes mieux à Paris, peut-être que... Mais je n'en sais rien, parce que moi, là, par exemple, je suis allé au Cameroun, hélas, pour enterrer mon papa. J'étais très contente d'aller voir mes cousines, qui sont mes sœurs, et de voir mes oncles, qui sont mes pères, et de voir le village qui était super bien, je trouve, organisé. J'étais moins fan de la ville, parce que la ville, je la trouvais dure, rude, embouteillée, enfin, très, voilà, dans cette énergie des villes d'ici, quoi, aussi, où tu as l'impression que voilà, tout peut arriver, tout doit arriver, mais ça n'arrive pas. Tu vois. La ville, justement, elle est au cœur d'une autre chanson, Peur sur la ville. Oui. Il y a trop de gens qui blessent, qui moquent, qui insultent, trop de business et de descente abrupte. Faut que ça intéresse, faut du trash, faut que ça chahute. J'entends mon cœur qui bat. Bouger mes fesses sans que ça vous rebute. Être une déesse sans icône, sans culte. Pour éviter le stress, un bon spliff et une flûte. Peur sur la ville, c'est un film d'Henri Verneuil, Oui. avec Jean-Paul Belmondo. Oui. D'ailleurs, Jean-Paul Belmondo s'est blessé à 2 reprises, qui arrivait les cascades en direct. Il a fait une chute dans une verrière, il s'est coupé. Wow. Et puis, il s'est suspendu à une gouttière et il a eu la main déchirée. Oh là là. Pendant le film, il laissait à personne le soin de faire les Oui, doublures. oui, non, mais moi, c'est un de mes films préférés. Oui. Dans la vie et de Belmondo et en plus il y a Charles Venner dedans que j'adore. Ouais. J'adore cet acteur et il y avait aussi Rosie Vart. Rosie Vart. Oh là là la scène où elle dit mais moi je baise monsieur. J'adore. Elle est excellente. C'est une scène de vie quoi où tu sens la vie de cette femme qui va hélas décéder sous les mains de Minos. Ouais. Mais je trouve, je sais pas. Et en fait, il y avait un truc. Alors, c'était un mélange de l'image de voilà, quelque chose qui plane sur la ville comme ça, qu'on ne sait pas ce que c'est inquiétant, mais il y a quand même un sauveur. Et puis, Faites entrer l'accusé, tu vois, la musique de Faites entrer l'accusé, parce que je trouve qu'on vit dans une époque, et je le dis, très anxiogène. Moi, voilà, ça va. Je me dis, ma vie, elle est belle. Je suis hyper contente de tout ce qui m'est arrivé, de tout ce qui m'arrive encore. Mais que réserve-t-elle à nos jeunes enfants, quoi? Justement. Et la question, on s'est posé cette question pendant le confinement, dont vous avez fait une chanson d'ailleurs, Plus fort que moi. C'est plus fort que moi, plus fort que moi, c'est plus fort que moi, plus fort que moi. Non, je ne lutte pas, c'est plus fort que moi, plus fort que moi. Là, il y a eu le confinement, vous l'avez vécu, vous avez écrit, et puis c'est encore une chanson d'espoir. Ben oui, parce que en fait, je me disais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on est chez nous. On est chez nous, on est confinés, on peut pas sortir et tout, sauf moi j'avais des dérogations parce que j'allais travailler. Alors moi j'étais là, mais vraiment c'était réel. Je me dis alors je vais m'habiller, je vais me maquiller, je vais me faire belle, mais après je vais me remettre en pyjama parce qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais il faut quand même continuer à être dans une action. Alors je vais regarder une série avec un petit fondant au chocolat, parce que c'est ça. Il faut quand même continuer à se faire du bien. Et je me disais c'est un peu un petit moment comme ça suspendu dans le temps où regarde, voilà, on se chérit en famille, on reste ensemble. Il y a mon amoureux qui est là. J'ai quand même mes enfants qui sont là. Je suis verni. J'ai une maison où je peux quand même évoluer. On n'est pas non plus les uns sur les autres. J'avais mes petits commerçants qui venaient m'apporter à manger, enfin m'apporter leur parce que je voulais continuer je voulais pas faire de la commande, tu vois, par Internet, ouais. Donc on avait nos commerçants qui venaient nous livrer et tout comme ça pour qu'ils puissent continuer à vivre. Il y avait un truc de solidarité énorme
qui s'est complètement évaporé une fois que le confinement était terminé. On est rentré, on est rentré dans vraiment le dur du dur, quoi. C'est-à-dire, tous. Moi, je trouve qu'on est rentré alors qu'on était tous. J'avais l'impression qu'on était tous dans la même galère. Et après, il y a eu cette espèce d'opposition entre les vaccins, les pas vaccins. Ouais. Enfin, tu vois, c'est devenu. On est rentré dans le dur. Voilà. Et il y a eu le dur et puis il y a le plaisir maintenant avec cet album qu'on retrouve, je suis pas une sainte, avec d'autres chansons. On en a évoqué quelques-unes et puis je suis sûr que vous allez continuer à faire d'autres choses comme ça. Surtout, moi, je continue. La musique, c'est ce que j'aime faire. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent. Là, par exemple, je suis dans le prochain film de Matteo Garonne que j'ai tourné dernièrement. Je suis dans l'écriture d'un livre. Moi, je me dis, la vie, elle est précieuse et il faut la chérir et il faut faire des choses qui nous font du bien. Parce que ça fait du bien à la vie aussi. Voilà. Et le bien, grâce à ces chansons, vous le faites à celles et ceux qui vous aiment. Merci, Princesse Erika. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Les Clés d'une Vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.